Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Sur ce podcast, on aborde plusieurs points de santé et aujourd'hui, c'est le 13e épisode et on va parler du stress. C'est un de mes sujets favoris et on va parler surtout de la manière dont le stress modifie notre biologie au quotidien. Alors le stress est présent partout, tout le temps. Son origine peut prendre des milliers de formes différentes. Ça peut être un supérieur au boulot qui nous met la pression, les enfants qui déraillent, les fins de mois difficiles à boucler, la perte d'un proche, un déménagement, une voiture en panne. Enfin bref, la liste est infinie et chaque personne a une sensibilité différente au stress et à chacune de ses formes. Donc aujourd'hui, on va voir les impacts du stress sur notre biologie et sur nos comportements au quotidien. On va commencer par parler de l'interprétation du danger. En premier lieu, il faut savoir que le cerveau ne fait aucune différence entre un stress réel, donc auquel on est réellement confronté, et un stress imaginaire ou anticipé, c'est-à-dire un stress qu'on va fabriquer de toutes pièces par anticipation d'un danger potentiel, par exemple. Aussi, il faut distinguer donc un stress réel, par exemple, je traverse la route et une voiture manque de me renverser, d'un stress imaginaire ou hypothétique qui serait la peur qu'en traversant la route, une voiture manque de m'écraser ou y parvienne. C'est bien deux choses différentes. Là, dans le deuxième cas, le danger existe bien, le risque est réel, mais il s'agit uniquement d'un risque. On n'est pas confronté au danger immédiatement. Je ne suis pas sur le passage piéton en ce moment, donc j'encours actuellement aucun danger. Et logiquement, je devrais être en mesure d'analyser ce risque sans que son évocation ne génère aucun stress dans mon corps. Or, bien souvent, le stress qu'on vit de nos jours, il est basé sur ces hypothèses qu'on se fabrique dans notre tête. Des anticipations de situations, alors qui sont certes plausibles, mais qui sont imaginées ou supposées. Pour faire simple, en fait, on fabrique souvent notre propre stress car ces pensées, ces suppositions, ces anticipations sont interprétées par notre cerveau comme des menaces réelles, des menaces présentes. Et donc, ça déclenche des réponses physiologiques identiques à celles qui ont lieu lorsqu'on est vraiment exposé au danger en question. Donc, la différence réside dans le fait que lors du danger réel, il y a une réaction pour échapper à ce danger. Donc, il y a évacuation ou élimination du stress immédiatement. Alors que dans le cas de nos suppositions, il n'y a aucun passage à l'action et notre stress reste, entre guillemets, stocké dans notre corps. Et il faut savoir que le stress, du coup, diminue nos capacités. Alors, ça va être l'objet de cet épisode. On va voir qu'il y a trois altérations principales, trois modifications principales de nos capacités qui sont liées au stress. Donc, quand on est soumis au stress, au moment où on vit ce stress, il va y avoir trois modifications principales. La première, ça va être une altération de la vigilance. Donc voilà, on est en situation de stress. Le premier impact immédiatement perceptible, c'est la modification de notre vigilance. Il se produit ce qu'on appelle une vision tunnel. C'est-à-dire que l'adrénaline produite par notre corps pour répondre au stress perturbe notre perception sensorielle et elle concentre en fait notre attention sur un point fixe. Donc en l'occurrence, c'est le danger auquel on essaye d'échapper, ce point fixe. Et ça se fait au détriment de la perception d'ensemble. Donc on va focaliser notre attention sur un détail en particulier sans tenir compte de l'environnement dans sa globalité. Alors on peut faire des exclusions auditives aussi, c'est-à-dire qu'on va filtrer certaines informations sonores, notre sens analytique est diminué, notre esprit de synthèse aussi, etc. Enfin bref, en clair, on est beaucoup moins productif sur tout ce qui va être tâches qui nécessitent la prise en compte simultanée de plusieurs facteurs en fait. Donc, vous pourrez expliquer ça à votre patron quand il vous mettra la pression. Parenthèse. La deuxième modification importante qu'on va constater lorsque l'on est sous stress, c'est la perte de motricité. Alors, c'est pas vraiment la perte complète de la motricité, on n'est pas paralysé, quoique des fois, ça peut arriver qu'on soit complètement paralysé par le stress, mais en général, c'est une perte un petit peu plus partielle. Et sous l'effet du stress, finalement, on devient un peu des brutes, quoi. C'est-à-dire que notre motricité lourde, ce qu'on appelle la motricité lourde, c'est-à-dire les mouvements de force, les mouvements amples, les mouvements rapides, les mouvements brusques, soudains, etc., vont, eux, être au top de leur forme, alors que la motricité dite fine
donc tout ce qui va être minutie, tout ce qui va être précision, tout ce qui va être détail, etc., elle est complètement mise de côté parce que en situation de danger, c'est pas celle-là qui va être utile pour nous sauver la vie en fait. Donc la dextérité et la motricité s'en trouvent altérées. Ça s'explique par le fait que la décharge d'énergie qui est envoyée au corps, donc c'est l'adrénaline, le cortisol, etc. Pour avoir plus d'infos là-dessus, vous pouvez consulter mon article de blog sur les 6 conseils pour gérer le stress. J'en avais pas fait de version audio, mais vous pouvez trouver l'article sur mon blog www.upnaturo.com/blog. Dans cet article, en fait, j'explique le mécanisme physiologique du stress. Donc, cette décharge d'énergie envoyée au corps va ordonner une réaction vive, franche, pour échapper au danger. Donc, il n'est pas question ici d'enfiler une aiguille à coudre, mais pour notre cerveau ancestral, il est bien question de partir au combat, de fuir, de mordre, de grimper à un arbre ou ce genre de choses. Du coup, c'est ce qui explique que notre motricité dite lourde est hyper opérante, alors que la motricité fine ou la dextérité, elle est vraiment dans les choux, quoi. Et c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, on va trembler quand on essaye de se concentrer sur une tâche minutieuse alors qu'on est stressé, par exemple. Et un troisième point qui va être vraiment fortement altéré lorsque l'on est sous stress, c'est un petit peu notre logique, c'est-à-dire qu'on va constater un phénomène d'entêtement et parfois contre toute logique. Donc c'est dans la continuité des 2 points précédents, et c'est dans une logique de survie également. Lorsqu'on est soumis à un stress important, on peut devenir vraiment entêté, et la réponse qu'on va apporter à une situation va devenir binaire, et ça c'est du fait de notre vision tunnel, et on ne va plus déroger de l'option choisie. Alors pour comprendre ce phénomène, il faut ramener ça à nos débuts sur Terre. Il s'agit en fait d'une stratégie de survie incroyable qui a été développée par notre corps. En fait, lorsqu'on est poursuivi par un ours, il vaut mieux courir dans une seule direction plutôt que de faire demi-tour sans arrêt ou de faire des gauches-droites. On comprend bien l'intérêt dans des situations extrêmes et primaires, primitives même, que pouvaient être les stress auxquels on était confronté au début de notre vie d'humain sur Terre. Donc, on devient un peu monotâche et en plus de ça, il est souvent difficile de nous raisonner et de nous faire changer de cap, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne en situation concrètement ? On va imaginer une situation, un scénario qui va dérouler les conséquences que le stress provoqué peut avoir en détaillant justement ces 3 altérations. On va dire que vous êtes en randonnée en montagne, vous êtes sur un sentier un peu engagé et vous êtes accompagné par un proche qui soudainement trébuche sur une pierre et se retrouve en très mauvaise posture au-dessus du vide. Bon, là, ça c'est le déclencheur du stress. Normalement, là, on y est, on est stressé. Premièrement, on parlait de la vigilance qui est modifiée. Donc là, tout à coup, vous allez focaliser toute votre attention sur la situation périlleuse de votre ami et vous allez chercher à tout prix un moyen de l'aider. Alors, vous n'entendez plus les rapaces, vous ne voyez plus la couleur du ciel, vous voyez plus les arbres autour de vous, vous n'avez même plus conscience de l'heure qu'il est, ni de l'endroit où se posent vos pieds, enfin, vous savez plus ce que vous portez sur le dos, votre sac à dos, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Vous êtes à 100% concentré sur la situation dangereuse de votre ami. Donc ça, c'est la vigilance qui est modifiée et la vision tunnel. En deuxième point, on a vu que la motricité était altérée, qu'il y avait une favorisation de la motricité lourde au détriment de la motricité fine. Alors dans ce cas-là, concrètement, vous allez tenter de rattraper votre ami, vous allez lui tendre la main, vous allez faire des mouvements assez raides, assez brusques, assez rapides parce que vous êtes dans la panique. Vous manquez de précision du coup pour attraper son bras, vous êtes obligé de vous y reprendre à plusieurs fois, mais votre ami est trop loin, vous-même vous manquez de déraper sur le sentier, de perdre l'équilibre, enfin bref, c'est la cata. En troisième lieu, on a vu qu'il y avait une histoire d'entêtement, des fois contre toute logique. Alors là, le plus sage, en dehors de tout stress, on voit que ça ne marche pas, le plus sage, ce serait de chercher une autre solution. Mais au lieu de ça, vous allez vous entêter, vous allez vouloir sauver votre ami de cette manière, vous allez continuer de la même manière. Et en fait, il s'agit de la première idée que vous avez eue. Du coup, comme vous vous êtes engagé dans cette direction, vous ne voulez pas en déroger, même si c'est contre toute logique. Vous ne parvenez pas à vos fins par ce moyen, mais vous vous obstinez. Et votre ami, lui, il est toujours suspendu à sa racine au-dessus du vide, là, donc ça vous stresse encore davantage.
Donc votre vision tunnel va encore plus se focaliser sur votre ami et elle va vous empêcher complètement de vous souvenir que vous avez peut-être une corde dans votre sac à dos, de voir qu'il y a un arbre juste à côté de vous auquel vous pourriez vous accrocher, vous sécuriser, et cetera. En fait, voilà, exactement ce qui peut se passer et voilà pourquoi des scénarios, de ce genre peuvent arriver, même si là j'ai volontairement choisi un scénario un peu gros, hein, bien que, c'est inspiré d'une aventure, personnelle, qui m'est arrivée. J'étais en solitaire en plus, enfin bref. Mais, voilà, je voulais mettre en évidence comment le stress peut nous plonger dans des situations périlleuses, comment il peut les aggraver et comment ça se passe dans notre cerveau, en fait, dans notre tête, hein, et comment on peut se retrouver dans des situations qu'on cherche à éviter, en fait, tout simplement. Et tout ça se fait sous l'impulsion de nos chères hormones chéries, adrénaline et cortisol, entre autres. Et alors, heureusement, la bonne nouvelle de cet épisode, c'est qu'on peut entraîner son cerveau, on peut s'entraîner à reprendre le contrôle et à ne plus se laisser envahir par l'adrénaline, etc. Et pouvoir ainsi conserver son esprit d'analyse, un petit peu de recul, la motricité fine et votre capacité à changer d'avis, surtout si la situation le requiert. Ça, c'est quand même le point le plus important parfois. Alors comment on fait? Eh ben, en fait, il y a pas de grand secret, c'est pas très compliqué, il faut juste s'entraîner à faire un petit exercice tout simple qui, pratiqué régulièrement, va vous permettre d'obtenir d'excellents résultats et un meilleur contrôle de votre stress. L'exercice en question, c'est simplement de s'entraîner à focaliser votre attention sur quelque chose de précis. Ça peut être la flamme d'une bougie, le tic-tac de l'horloge, ou votre respiration, enfin, vous choisissez ce qui vous attire le plus. L'important, c'est qu'il doit s'agir de quelque chose qui ne demande pas de réflexion. Et l'idée, c'est simplement de discipliner votre esprit et de l'entraîner à rester conscient, stable. Alors, il va divaguer, hein, inévitablement, et vous le recentrerez inévitablement aussi, autant de fois que nécessaire, toujours dans le calme. On s'entraîne à faire durer l'exercice de plus en plus longtemps. Vous allez commencer par quelques secondes, vous allez arriver à 1 minute, puis plusieurs, etc. Et vous prenez vraiment ça comme un jeu. Faut pas le voir comme un enjeu. Faut vraiment être détendu dans l'idée de faire cet entraînement. Et en pratiquant, vous allez arriver petit à petit à beaucoup mieux tenir votre esprit. Vous deviendrez plus adaptable, vous allez augmenter votre conscience, votre présence à vous-même, ce qu'on appelle plus communément le sang-froid et la pleine conscience, en fait. Donc, pour conclure, en fait, il faut bien se rappeler que notre sensibilité au stress varie d'un individu à l'autre, mais également en fonction de plein d'autres facteurs extérieurs. Ça peut être notre état de fatigue, notre emploi du temps plus ou moins chargé, notre entourage plus ou moins bienveillant ou toxique, notre capacité à évacuer via des activités exutoires, etc. Donc, quoi qu'il en soit, le stress ne peut pas se mesurer de manière objective. Ça, c'est pas possible. Il est différent pour chacun. Chaque personne peut ressentir une grosse tension à l'occasion d'un événement qui semblera anodin à d'autres. Voilà, c'est très subjectif. Alors, restons respectueux de chacun. Nos perceptions sont avant tout conditionnées par notre expérience, mais aussi par notre entraînement pour en reprendre le contrôle, comme je vous ai expliqué juste au-dessus. Donc, je vous souhaite de vous entraîner avec ce petit exercice. Vous verrez, vous y gagnerez en qualité de vie au quotidien. Et puis, dites-moi tout comme d'habitude. Est-ce que vous aviez déjà remarqué cette perte de vigilance à cause du stress? Est-ce que vous auriez une anecdote marquante à partager à ce sujet-là, un petit peu comme la mienne d'ailleurs, que j'ai détaillé la vraie histoire qui a inspiré mon exemple. Là, je l'ai détaillé dans l'article de blog, donc n'hésitez pas à aller lire le pourquoi du comment de mon exemple de la chute en montagne. Est-ce que vous parvenez à garder votre sang-froid en général dans les moments de stress importants ou est-ce qu'au contraire vous vous faites déborder? Quelles sont les techniques que vous employez pour gérer votre stress au quotidien? Enfin bref, dites-moi tout, qu'on en discute ensemble et qu'on partage nos expériences. D'ici le prochain épisode, la semaine prochaine, portez-vous bien et à samedi. Bye bye.